Depuis le début de l'année, depuis le mois de janvier, le dollar fait des étincelles. Si on regarde le dollar index, c'est 3% de plus. Alors ça peut sembler peu, 3%, mais pour une devise, c'est pas mal. Et il se trouve que cette devise américaine suit à la trace les indices américains qui, eux, volent de record en record. Pourquoi une telle envolée? Le dollar est-il vraiment invincible? On en parle tout de suite avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, président des Éconoclastes. Au départ, je voulais faire un sujet euro avec vous, l'euro qui est au plus bas depuis avril 2017. Et vous me dites, non, ce qui est plutôt préoccupant, c'est le dollar. Pourquoi est-ce que le dollar est semble à ce point intouchable, alors que tout pousse à penser qu'il y a des craquements qui commencent? Pourquoi cette hégémonie du dollar qui se poursuit envers et contre tout? Alors, on va dire que les raisons sont multiples. Le dollar joue un rôle de refuge en période d'incertitude. Incontestablement, le surgissement de la crise du coronavirus, son cortège de répercussions macroéconomiques, et on devine qu'elles vont quand même être dont on ne connaît pas encore l'ampleur exacte. Oui, mais enfin, on commence à comprendre qu'on va vers une croissance zéro en Chine au premier trimestre. Alors, on espère qu'elle sera rattrapée. Au premier trimestre. On espère qu'elle sera rattrapée ensuite au deuxième semestre. Beaucoup d'aspects, bien sûr. Les pénuries de pièces détachées qui risquent de mettre à l'arrêt aussi des usines américaines. Pas seulement la Chine. Voilà. La Chine impactera absolument tout le monde. Donc, incertitude, donc hausse du dollar. Bon, ça, c'est un aspect qu'on connaît bien. Et puis ensuite, il y a la résilience extraordinaire des marchés américains, de Wall Street. Et Wall Street, tout le monde a envie d'y aller, tout le monde a confiance dans le put Fed, c'est-à-dire dans la promesse de la Fed d'empêcher coûte que coûte une correction qui pourrait prendre une tournure qu'on contrôlerait mal. Donc on tuera toute velléité de correction. Et depuis le 16 septembre dernier, la Fed met chaque jour à son guichet, sous diverses appellations, 100, 120, 130 milliards, ça dépend des jours. Rajoute des liquidités. Rajoute des liquidités, alors bon, c'est des choses qui tournent. Mais allez, on va dire que ça devrait l'affaiblir, ça. Comment? Le dollar. Attendez. Ouais. Eh oui, bien sûr que ça devrait l'affaiblir. On crée de l'argent ex nihilo, on imprime. Alors, qu'est-ce qu'on imprime vraiment par mois? Environ 150 milliards. On rajoute, en vrai, 150 milliards. Mais il y a des jours où on a des liquidités. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, prendre du levier sur tous les actifs qu'on veut. Et bien sûr, sur les actions. Et là, pour acheter des actions américaines, il faut du dollar. Il faut du dollar. Donc c'est logique tout ça, finalement. Et puis du T-bond américain, il faut aussi du dollar. Finalement, le T-bond américain, aujourd'hui, il rapporte 1,54, 1,55, ou je ne sais plus, 1,57 en fin de semaine dernière. Le 3 mois américain rapporte la même chose. Vous voyez, 3 mois, 1,57, c'est pas mal. La fameuse inversion de la courbe. Le 10 ans grec qui revient. Le 10 ans grec qui rapporte que 0,90 et demi. Bon, quelque part, on peut comprendre qu'on préfère détenir... Je crois que la Grèce s'endette encore moins cher que l'Italie, je crois, j'ai l'impression, depuis quelques temps. 3-4 points près. Ce qui est un retournement de situation incroyable. Revenons sur le dollar aux États-Unis. Donc, c'est pour illustrer le fait que, finalement, à 1,55, on trouve que le dollar n'est pas si mal rémunéré par rapport à du BTP italien ou du 10 ans grec. Évidemment, on préfère détenir ça. Il faut du dollar. Ensuite, est-ce que la hausse du dollar a des aspects vraiment négatifs ou dont on devrait se préoccuper? En Europe, c'est tout bénef. Bien sûr. Le dollar qui monte pour nos exportateurs. Mécaniquement, ça fait baisser l'euro et ça permet aux exportateurs européens de vendre moins cher leurs produits. Les États-Unis, Trump, il n'aime pas la hausse du dollar. Sauf que les vrais effets de la hausse du dollar, ils sont beaucoup plus bénéfiques que l'inverse. J'explique pourquoi. Les États-Unis, chaque mois, il y a un déficit de 40 à 50 milliards dans la balance commerciale, même après les sanctions contre la Chine. Donc un dollar fort, on importe en quelque part, on importe de la déflation, la force du dollar défend le pouvoir d'achat de l'Américain. Or, la croissance américaine repose sur le pouvoir d'achat. Si d'un seul coup le dollar se mettait à chuter, que les importations augmentent, le pauvre consommateur américain verrait son pouvoir d'achat amputé. Oui, mais Trump veut réindustrialiser l'Amérique. Mais il a tout à fait raison. Oui, mais c'est mauvais, une devise trop forte. Donc c'est pour ça qu'il râle. Mais au final, c'est bon pour ses électeurs. Il veut réindustrialiser l'Amérique, c'est parfait.
Make America Great Again. Par exemple, bon, aujourd'hui, 80% des principes actifs d'un médicament sont fabriqués en Chine. C'est peut-être beaucoup, peut-être que la Chine a un monopole dont on devrait se méfier. Donc, créons à nouveau des laboratoires aux États-Unis. Entre le permis de construire, entre les diverses autorisations, etc., votre laboratoire, il ne va pas sortir de terre avant 3 ou 4 ans. Hein. Donc, la réindustrialisation des États-Unis, ça sera peut-être commencer à la fin de l'éventuel second mandat de Donald Trump. Le dollar est-il vraiment invincible alors? Est-ce que tout ça est justifié? Est-ce que ça peut durer? Ou est-ce que ça durera tant que la bourse ne corrigera pas? Alors moi, je ne peux pas vous répondre et vous dire effectivement est-ce que le dollar est invincible. Je serais d'une prétention absolue. J'observe simplement qu'aujourd'hui, le réflexe dans le contexte et avec les anticipations qu'on a sur 2020, 1,10 à 1,20% de croissance en Europe, le double aux États-Unis, les gens veulent détenir du dollar. J'y peux rien, je constate. Donc c'est pas tout à fait anormal. Alors après, pour Trump, ça peut être en plus quelque chose dont il peut se servir politiquement. À un moment, il va dire, c'est pas possible, le dollar, là on a pris 7% en un an, on peut plus continuer comme ça. Alors, il fera, les Européens manipulent leurs devises. Il risque de mais il racontera n'importe quoi, comme d'habitude. Hein, la manipulation du yuan par les Chinois. On ne manipule pas notre devise. Mais bien sûr que non. Et les Chinois encore moins. Et je ne parle même pas des Argentins qu'il avait aussi désignés à la vindicte publique, comme si les Argentins en faillite manipulaient le peso. Enfin, bref, il raconte n'importe quoi, mais il raconte ça à son électorat. Et son électorat, il raconte des choses que les gens comprennent. Je pense que son électorat, majoritairement, n'a pas bac plus 3 ou bac plus 5 en économie. Donc il leur raconte des trucs qui plaisent et qui a surtout comme effet de dire Monsieur Powell, là, il faut les baisser les taux, là. Hein, même si vous pensez que l'économie est bien balancée, il faut nous les baisser les taux. Ça sera une arme politique, et en plus de ça, montrer la fête du doigt, ça sera très payant politiquement, naturellement. J'aimerais quand même vous entendre sur l'euro, parce que ce n'est pas uniquement la vigueur du dollar qui explique la faiblesse de l'euro. On a quand même de mauvais chiffres conjoncturels dans toute la zone euro, principalement en Allemagne, la première économie européenne. Voilà. Le coronavirus a aussi un impact sur la croissance européenne, qu'on le veuille ou non, et qui va se confirmer dans les mois qui viennent. Il y a quand même des facteurs intrinsèques à la zone euro qui expliquent la faiblesse de l'euro. Il y a d'abord le fait que l'euro, il est ce qu'il est. Il est dysfonctionnel et bon, les déséquilibres Allemagne-Italie, parce que je prends la chose la plus évidente, avec maintenant un déséquilibre dans le solde de Target 2 qui est de 500 milliards d'euros en faveur de l'Allemagne au détriment de l'Italie. Bien sûr que l'Italie ne paiera jamais, évidemment. Donc, où va l'euro ? Quand vous posez cette question-là... Difficile de dire combien il vaut vraiment. Donc, où va le dollar? Personne ne se pose la question. La Fed, elle imprime et tout le monde en veut. No-brainer. Voilà. L'euro, c'est... Trop difficile de dire combien ça vaut vraiment. Mais oui. Il y a le marché, effectivement. Alors, je dirais pas qu'on est vraiment menacé aujourd'hui par une contagion du Brexit. Mais enfin, vous avez des gens qui, quand même, en Allemagne, s'interrogent en se demandant si... c'est raisonnable de continuer comme ça, de continuer dans l'euro. Je parle des Allemands. Les Hollandais, ils sont presque 50% d'après les derniers sondages à dire que l'euro a apporté plus de désagréments que d'avantages. Ce qui a beaucoup avantagé la Hollande, c'est l'hébergement des holdings avec un régime fiscal. Est-ce que l'euro a apporté quelque chose de positif à la Hollande? Maintenant, les gens sont à 50-50. Alors, si en plus de ça... Ça peut être un paradis fiscal en Europe, ce que va faire la Grande-Bretagne sans avoir d'euro. Avec des ports francs, c'est différent. Donc, vous dites... Alors là, il y a des Européens qui commencent à douter eux-mêmes de leur devise. Qui doute du dollar aux États-Unis? Personne. Voilà. Donc vous mettez tout ça et ça fait que vous avez toujours la préférence pour le dollar. Est-ce qu'on peut dire que la BCE est piégée avec déjà une politique qui dure depuis des années de taux zéro, voire négatif pour ce qui est des taux de dépôt, et puis ce coronavirus qui aura forcément un impact sur la conjoncture et qui va obliger la BCE à prendre encore des mesures d'assouplissement? Alors là, c'est là qu'elle sort du piège. Oui. Parce que là, aujourd'hui, si tout était, on va dire, Goldilocks, des perspectives sympathiques, pas de volatilité,
qu'est-ce que fait la BCE avec ses taux? Bon, alors c'est des taux techniques qui sont négatifs. Hein, le taux global, il est à zéro. Il est à zéro. Ouais. Donc elle est coincée avec ça. S'il y a une crise, là, elle a une bonne excuse pour dire c'est pas moi qui me lance dans une logique elle a plus de munitions, dont on ne connaît pas les conséquences. Donc je ne peux pas faire moins. Je ne peux pas faire moins que la Fed. Je ne peux pas faire moins que la Banque centrale du Japon. Et un peu de ça, Christine Lagarde, très intelligemment, explique qu'il faut qu'à un moment, on s'interroge aussi sur quels sont les buts de la BCE, quel est son rôle fondamentalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas, comme la Fed, qui participe réellement à une économie vigoureuse, que la BCE participe à des choses importantes, comme par exemple la transition vers plus d'écologie, la transition énergétique. Et là, ça va coûter beaucoup, beaucoup d'argent. Et les gens en ont besoin de cet argent. Donc, si on le crée, qui nous en ferait le reproche? Alors que faire un QE comme Draghi l'a fait là, juste avant de passer le témoin à Christine au début de l'automne, les Allemands, ils n'aimaient pas ça du tout. Hein, c'est de l'argent qu'on a fait comme ça, c'était pour faire comme les Américains, quelque part. Mais là, si vraiment on a un but qui est de sauver la planète, qui va dire que la BCE entreprend des stratégies aventureuses ou que les Allemands réprouvent? Voilà, donc c'est merveilleux. On est dans un monde merveilleux. Merci beaucoup Philippe Béchat d'avoir été notre invité aujourd'hui encore, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclastes. À bientôt.